Martine Desmartons et Karim Merlot. Ils rêvaient des Antilles, de la chaleur, du soleil. Alors un jour, les deux amoureux ont sauté le pas. Ils ont acheté un voilier, ils ont pris le large et ils sont tombés sous le charme de la Martinique. De l'île, ils aimaient tout. Les plages, les cocotiers, les enfants des écoles dont ils s'occupaient et les habitants. Bien sûr, ils ne se méfiaient de personne. Un jour, on a retrouvé leur corps coincé entre les racines de la mangrove, atrocement suppliciés. Leur meurtrier a bien failli échapper à la justice, soutenu par les forces d'un quimboiseur, un mage vaudou. Mardi 21 décembre 2004. Après 8 heures de vol, le Paris-Pointe-à-Pitre se pose en Guadeloupe. À quelques jours de Noël, l'avion est plein à craquer. Les Antillais de métropole viennent passer les fêtes dans leurs îles. Les touristes recherchent un peu d'été. Comme Marie-Louise et Camille Desmartons, un couple de Périgueux qui vient rendre visite à sa fille unique Martine et Karim, son compagnon. L'aéroport grouille de monde. Mais à la grande surprise des époux Desmartons, il n'y a personne pour les accueillir. C'est bizarre. Normalement, c'est elle qui devait nous attendre à l'aéroport. Mais elle m'avait dit, comme il y avait une panne au bateau, si toutefois on est en retard, ou n'importe, je t'enverrai Yolène. Yolène, c'est une amie de Karim et Martine. Ils vivent en Martinique, l'île voisine. Ils habitent sur un voilier et c'est avec ce bateau qu'ils ont prévu de venir chercher les parents de Martine en Guadeloupe pour les emmener ensuite faire une petite croisière. Mais depuis quelques jours, ils ont des problèmes de moteur. Alors Martine a demandé à sa copine d'accueillir ses parents à sa place si la panne n'était pas réparée à temps. Yolène nous a dit, avez-vous des nouvelles de Martine? J'en ai eu dimanche soir, mais depuis, le téléphone, ça ne répond plus, il n'y a que les messageries. L'inquiétude gagne les parents de Martine. Ils appellent Henriette, la meilleure amie du jeune couple en Martinique. Les parents m'avaient appelé en me disant je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'ai pas rencontré Martine et Karim. Alors je leur ai dit, écoutez, de toutes les façons, ils avaient des problèmes avec leur moteur. Ils auront peut-être un peu de retard, donc essayez d'aller à l'hôtel et puis vous allez vous rejoindre plus tard. Les époux Desmartons tentent de joindre Martine et Karim toute la soirée, en vain. Leurs appels basculent directement sur la messagerie des portables. La nuit passe, toujours aucune nouvelle du jeune couple. Leurs amis Henriette et Jude, son mari, commencent aussi à se poser des questions. J'écoute la radio, j'entends le corps d'un homme blanc a été retrouvé. Et pour rire, je dis à mon mari, ben j'espère que ce n'est pas Karim. Et on en rit. Et c'est tout. Et j'ai essayé plusieurs fois de les joindre sur leur portable, toujours messagerie. En fin d'après-midi, Jude, le mari d'Henriette, entend à la radio que le corps d'une femme blanche a été retrouvé dans la baie du Robert, au nord-est de la Martinique, là où justement est ancré le voilier de Martine et Karim. Il m'a dit ça, il faut qu'on aille au Robert. Donc nous sommes allés au Robert, nous sommes d'abord allés au ponton, et puis on nous a signalé que l'annexe du bateau était accrochée au bateau. Donc si l'annexe est au bateau, c'est qu'ils sont sur le bateau. J'ai dit, c'est bizarre. Le bateau du couple est au mouillage, mais personne ne répond, alors que la voiture est garée comme d'habitude sur le front de mer. C'en est trop, Henriette pousse la porte de la gendarmerie qui se trouve à 2 pas en face de la baie. Là, un gendarme l'écoute très attentivement. Il me dit, si je vous montre une photo, allez-vous reconnaître? Je lui dis, parfaitement, monsieur. Et puis il me dit, je vous préviens, ce n'est pas beau à voir. Et quand il a dit cela, mon mari m'a poussé et il lui a dit, non, vous ne montrez pas à ma femme. Je vais voir moi. Et lui, il a regardé la photo et il a éclaté en sanglots. Et il me dit, c'est Karim.
Le visage de Karim est très amoché. Mais ce n'est rien à côté de celui de l'autre victime, cette femme blanche dont le corps a été retrouvé dans la baie du Robert à quelques mètres du cadavre de Karim. Pour Henriette, son identité ne fait aucun doute. Ce visage à peine reconnaissable, c'est certainement celui de Martine. Je me suis mise à hurler. Je ne savais plus quoi faire. Alors ils sont allés me chercher des médicaments parce que pour moi, ce n'était pas pensable qu'une chose pareille leur arrive. Les gendarmes doivent maintenant prévenir les parents de Martine. 2 gendarmes se sont présentés et ont commencé par nous dire, bon ben, j'ai dit, il est arrivé quelque chose. Oh oui, mais c'est pas beau. Bon ben, je leur dis quand même, est-ce que ma fille est morte? Oui. Est-ce que mon gendre est mort? Oui. Karim Merlot et Martine Desmartons avaient 35 et 31 ans. Ils s'étaient installés en Martinique 1 an plus tôt. Ils y vivaient sur un voilier, le Souscaille. Le parquet de Fort-de-France ouvre immédiatement une information judiciaire contre X pour homicide volontaire. Deux jours, 2 cadavres, un même lieu. L'affaire fait la une des journaux martiniquais. Les crimes de sang ne sont pas rares dans les Antilles, mais un couple de jeunes métropolitains aussi sauvagement assassinés, ça frappe les esprits. Massacré, c'est le mot, massacré. Pour moi, ça ne pouvait pas être que des Martiniquais qui auraient pu faire une chose pareille. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, ça c'est ou des métropolitains ou des étrangers. Mais pour moi, des Martiniquais n'auraient pas pu être aussi méchants. Le corps de Karim Merlot a été découvert dans la matinée du mardi 21 décembre par un groupe de touristes. Il flottait dans la baie des Requins, au large du Robert, dénudé, couché sur le ventre, coincé dans les palétuviers de la mangrove. Après examen par un médecin, nous constatons qu'il présente des traces de coups sur l'arrière du crâne, sur la face de la joue droite et dans le dos. Les gendarmes pensent tout de suite à un accident, une chute d'un bateau, une noyade. Ils font examiner le corps par un médecin généraliste du Robert, rien de plus. Ils sont loin d'imaginer que 24 heures plus tard, ils vont trouver un autre corps à quelques mètres de là. Le lendemain, donc le 22 décembre, nous nous rendons sur place pour trouver les habits de cet homme et tous les éléments qui pourraient nous permettre de mettre un nom dessus. En faisant ces recherches, en fin de compte, nous découvrons à 150 mètres en amont le corps d'une femme. Cette femme est également nue, elle repose sur le dos, elle est immergée. Et pareil que l'homme, présente de nombreuses traces de coups. Cette fois, les gendarmes ont compris. Ils appellent le médecin légiste de la Martinique. La thèse criminelle, elle est établie sur le constat qui est fait du corps de Mademoiselle Desmartons. C'est-à-dire qu'elle présente de tels stigmates de violence et d'une telle intensité que ça ne peut être un accident. On pourrait pu imaginer finalement un bain de minuit qui tourne mal, mais vu les lésions, c'est tout à fait impossible. L'autopsie dure plus de 6 heures. Sur le corps de Karim, le docteur Malbranck compte une vingtaine de blessures. Sur celui de Martine, une bonne quinzaine. Fractures, ecchymoses, plaies, effectivement, il y a tout cet ensemble lésionnel sur les 2 corps. Et on arrive sans trop grande difficulté à pouvoir trouver l'origine de la mort. Martine et Karim sont bien morts sous les innombrables coups qu'ils ont reçus. Lésions du crâne, blessures au visage, fracture de la mâchoire, traumatisme sur le dos, hémorragies diverses. Des actes de violence qui n'ont pas pu être portés avec une seule arme. Au cours de ces 2 autopsies, on va retrouver plusieurs stigmates de lésions,
à la fois d'instruments contendants et tranchants, comme un coutelas par exemple, ce qui existe de façon courante en Martinique, également tranchantes et piquantes. On a pour Karim Merlot, au niveau de son crâne, des blessures comme une large fourchette sur environ 5 cm de long, qui vont même laisser des traces de peinture. Et puis on voit qu'il y a des lésions à main nue, des coups avec l'instrument piquant. Il y a forcément une lutte. Avec 2 cadavres frappés aussi violemment de cette manière-là, un homme qui est valide, une femme qui est peut-être un peu plus faible, on se dit que c'est difficile pour un homme seul de parvenir à un tel résultat. On a même parlé de massacre, parce que c'est un terme qui ne m'a pas choqué compte tenu de la gravité des blessures. Une blessure attire particulièrement l'attention du docteur Malbranc. La lésion numéro 12. À l'intérieur des cuisses de la jeune femme. Sur la face interne de la cuisse droite, on devine vraiment des empreintes de doigts. On a 4 lésions qui sont de la taille d'un doigt, qui sont de la même orientation, qui sont parallèles entre elles et qui sont très, très évocatrices, effectivement, d'une empreinte palmaire. Et ça, ce sont des lésions typiques qui sont évocatrices de violences sexuelles. L'autopsie n'apporte rien de plus. L'agression sexuelle est vraisemblable. Mais le corps de Martine Desmartons est resté immergé trop longtemps pour qu'on puisse prouver le viol et prélever le moindre ADN. Dernière mission du médecin légiste, estimer la date et l'heure des décès. Pas facile, avec des corps qui ont séjourné dans une eau tropicale dont la température avoisine les 30 degrés. Ce dont moi je suis sûr, c'est que ces corps ont été immergés pour lui 12 heures, pour elle environ 36 heures. La difficulté, ensuite, c'est de pouvoir approcher le temps avant l'immersion. Et en ça, le fait que le corps de Karim Merlot soit plutôt bien conservé, qu'il ne soit pas particulièrement gonflé, que l'épiderme soit encore en place, me laisse à penser que ces corps sont décédés globalement environ 24 heures avant leur mise à l'eau. Roland Schmitt, à l'époque, vous êtes procureur adjoint à Fort-de-France. Les homicides de ce type sont nombreux en Martinique? Du temps que j'étais en exercice, on comptait environ 50 homicides volontaires par an. Et des meurtres aussi violents que les deux? Un couple tué dans des conditions aussi sauvages, c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'exceptionnel. Des doubles homicides de ce type, quand même, c'est rarissime. Ce que nous avons surtout, c'est de nombreux délits et crimes liés à la consommation ou au trafic de stupéfiants. Quelles sont les premières pistes que vous explorez? L'autopsie a relevé sur le corps de Martine Desmartons des traces tout à fait significatives à l'intérieur des cuisses qui évoquent de manière extrêmement précise une agression sexuelle. Dès qu'ils apprennent l'identité des victimes, les gendarmes perquisitionnent le Souscaille, le voilier sur lequel vivaient Martine et Karim. Ce qui surprend le Souscaille sur le bateau des victimes, c'est qu'il n'y a aucune trace. Il n'y a pas de désordre, il n'y a pas d'effraction. Ce bateau était complètement en ordre, bien rangé. Nous avons pu constater qu'il y avait une tenue de femme et une tenue d'homme posée sur la banquette, comme si les gens se couchent le soir et qu'ils laissent leurs vêtements posés sur la banquette. Et sur ce bateau, nous trouverons également une touffe de cheveux dans le carré de pilotage. Les gendarmes saisissent cette touffe de poils et font d'autres prélèvements biologiques dans l'espoir d'y relever une trace ADN qui orienterait l'enquête. Martine et Karim vivaient sur ce bateau depuis près d'1 an. À leur arrivée en Martinique, ils avaient habité plusieurs mois chez Henriette et son mari, qui étaient devenus leurs meilleurs amis en dépit de la différence d'âge. En achetant le Souscaille, Karim et Martine réalisaient un rêve. Ils voulaient se promener, ils voulaient visiter, ils voulaient aller aux Grenadines, ils voulaient aller un peu dans la Caraïbe. Donc pour eux, le seul moyen de visiter la Caraïbe, c'était d'avoir un bateau. C'était un couple, mais
plus que charmants, plus que gentils, très sympathiques et très unis. D'ailleurs, je les avais surnommés Chéri, Chéri, puisqu'ils étaient toujours Chéri, Chéri, et quand ils s'appelaient ou autre, alors je les avais surnommés Chéri, Chéri. Karim avait 35 ans, Martine 31. Il travaillait comme surveillant dans un lycée proche du Robert. Elle était institutrice et faisait des remplacements dans les écoles primaires de Martinique. Elle aimait beaucoup les enfants. Elle se battait pour eux. Quand elle partait en vacances, elle ramenait un stock de crayons, de gommes, etc. Elle disait que les enfants étaient mal lotis ici, qu'ils n'avaient pas de matériel. Donc elle faisait tout pour aider les enfants. Martine semble comblée par son travail et elle l'est aussi en amour, avec Karim, un garçon qu'elle fréquente depuis l'adolescence. C'est un couple tranquille, qui s'aiment. On nous dit effectivement que ces gens avaient des projets, notamment Madame Desmartons avait des projets de maternité. A priori, il n'y a pas d'éléments négatifs sur ce couple. Martine et Karim, un couple épanoui, qui aime la vie, les Antilles et les Antillais, au point qu'ils en oublient même une certaine prudence. Trop sociable. Trop sociable. Je la mettais en garde, je leur disais, tout le monde n'est pas gentil, ne vous fiez pas aux apparences des gens. Martine et Karim auraient-ils été victimes d'une mauvaise rencontre? Qu'ont-ils fait pendant les heures qui précèdent leur assassinat? Les gendarmes retracent leur emploi du temps. Le dimanche 19 décembre dans la matinée, Martine est passée au bureau des douanes. Elle y a récupéré le document qui permet d'appareiller vers la Guadeloupe, où elle devait aller chercher ses parents 2 jours plus tard. Pendant ce temps-là, Karim tentait de réparer la pompe à injection du Souscaï. Tout le monde l'a vu trimer sur son bateau. La dernière fois qu'ils sont entendus vivants, c'est par une personne qui les appelle sur leur téléphone portable. C'est le 19 au soir, vers 19h20. Et le lendemain matin, à 6h49, le téléphone ne répond plus. À partir de là, donc, on peut situer le créneau du meurtre donc dans la nuit du 19 au 20 décembre 2004. Un scénario que confirme un plaisancier. Cette nuit-là, il est venu mouiller son bateau près du Souscaï. Il était 1h du matin et il a remarqué que l'annexe n'était pas accrochée au voilier. Une personne du Robert a trouvé le matin du 20 l'annexe du voilier à la dérive. Donc en fin de compte, cette personne, vers 6h30, donc le 20, ramène l'annexe au bateau. Le bateau, cette personne nous dit qu'il est ouvert, mais qu'il n'y a personne dessus. Personne ne répond quand il l'appelle. Tandis qu'ils enquêtent dans le port et auprès des plaisanciers de la baie, les gendarmes apprennent qu'une rumeur agite le village du Robert. Monsieur Schmitt, cette rumeur qui circule au Robert, elle dit quoi? La rumeur court vite en Martinique. C'est une petite île, c'est un petit pays. Cette rumeur fait état d'un nommé Littori qui demeure au Robert. Et il est fait état de ce que ce nommé Littori porte des traces de coups, des blessures, et qu'il était impliqué dans une rixe. Ce Littori, c'est qui? C'est un marin pêcheur de 34 ans. C'est un Martiniquais? Martiniquais, bien sûr, connu des services de police et de gendarmerie surtout, comme étant un individu violent. Et en plus, c'est un personnage qui était un consommateur de crack. Cette rumeur, vous la prenez au sérieux? C'était une piste comme une autre qu'il nous fallait explorer. Et c'est ce que les gendarmes ont fait d'ailleurs. Les gendarmes ont donc ce Patrick Littori dans le collimateur. Et le hasard fait bien les choses. Un habitant du Robert vient justement porter plainte pour vol contre lui et son colocataire, un marin-pêcheur dénommé Jean-Luc Grandu. L'occasion est trop belle. Le 27 décembre, 5 jours après la découverte des corps, les gendarmes organisent une perquisition chez Littori. Les enquêteurs qui sont en charge du dossier Desmartons-Merlot vont participer à cette perquisition pour éventuellement vérifier s'il n'y a pas des éléments qui rattacheraient les Littori à leur affaire.
Littori et Grandu sont présents. Les gendarmes fouillent de fond en comble la maison et ils récupèrent tout ce qui pourrait avoir un rapport avec le crime. Nous trouvons une hache dans la chambre de Littori Patrick. Nous retrouvons une masse accrochée dans un arbre près du ponton d'amarrage de l'Aïole. Nous retrouvons également un coutelas caché sous la terrasse. Toutes ces armes sont saisies pour être envoyées en laboratoire. Plus troublant, les gendarmes saisissent aussi des vêtements tachés de sang dans un seau. Jean-Luc Grandu, qui habite là depuis 3 semaines, leur explique que c'est Littori qui les a mis à tremper la veille. Les gendarmes en profitent alors pour interroger le colocataire sur le double meurtre de Martine et Karim. Et visiblement, Grandu a des choses à dire. Grandu nous dit qu'un soir, quelques jours avant Noël, Littori Patrick est rentré vers 1h du matin, tout affolé, qu'il a pris sa hache et qu'il est reparti. Et que vers 3h du matin, toujours ce Littori Patrick, il rentre couvert de sang. Il est apeuré, affolé, il ferme tous les verrous, il reste transi sur une chaise. Voilà en fin de compte ce qu'il nous raconte. Grandu ajoute que Littori avait la lèvre inférieure coupée. Il lui a demandé ce qui s'était passé. J'étais avec 2 femmes et un mec, puis le mec était jaloux. Il a cru que je voulais coquer avec sa femme. J'ai foutu au mec un coup à la tête et c'est pour ça que j'ai du sang. Grandu nous dit des choses de lui-même déjà, sans même en fin de compte qu'on lui en parle. Il y vient en fin de compte tout seul dessus et il nous raconte des choses qui sont plausibles. Intarissable, Grandu explique aux gendarmes que le lendemain ou le surlendemain, il ne sait plus très bien, il a vu de l'eau rouge au fond de la yole de Littori. La yole, c'est le nom que l'on donne aux petits bateaux de pêche en Martinique. Littori lui a ordonné de nettoyer cette yole avec une éponge et du grésil, un puissant désinfectant. La mère de Littori était là, dit Grandu, et elle a même demandé à son fils ce qu'était cette eau rouge. « C'est du sang de poisson », a répondu Littori. Un mensonge, selon Grandu. Littori possédait cette yole depuis 3 semaines, mais il n'avait encore jamais pêché. Cette histoire de sang dans une barque au nom prophétique intrigue les gendarmes. Ils saisissent le « Dieu seul le sait ». Une embarcation dont une voisine leur parle aussi beaucoup. Dès le début de l'enquête, on a une dame qui se prénomme Viviane, qui nous dit qu'elle est sortie vers 3h du matin parce qu'elle entendait la gueule de Littori Patrick qui rentrait. Viviane, c'est la voisine de Littori dans le quartier de Pointe-Fort au Robert. C'est aussi son amie d'enfance. De sa maison, elle accède à la baie par un ponton proche de celui de Littori. Viviane se réveille toujours vers 3h30 du matin. Elle raconte qu'elle était sur son ponton sans doute la nuit des meurtres et elle a vu Littori sur sa barque. Elle sait que c'est lui parce que il a cette façon particulière de piloter en accélérant au niveau des hauts fonds, etc. Donc, elle voit sur l'aïeul 2 personnes, dont un chabin. Un chabin. En créole, c'est un métis à la peau claire, un terme péjoratif. Et c'est comme ça qu'on appelle Grandu depuis qu'il est arrivé au Robert. Et Viviane n'a pas seulement aperçu les 2 hommes naviguer pendant la nuit. Elle a vu aussi Littori et Grandu traîner avec des voyous, des types agressifs. Ça commence à faire beaucoup. Monsieur le procureur, les 2 hommes sont placés en garde à vue et là, Grandu continue à accuser Littori. Grandu dira toujours « Je ne sais pas si Littori a fait le coup ». Grandu dira toujours « Moi, je me contente de dire ce que j'ai vu, ce n'est pas pour autant que je dis que c'est lui qui a fait le coup ». De son côté, Littori dit quoi ? De son côté, Littori renvoie la balle à Grandu en disant « Moi, le dimanche, j'étais ivre, je me suis couché tôt et je suis resté à mon domicile toute la matinée du lundi jusqu'à 14h au moment où je suis allé déposer ma mère au Robert. »
Et sur le fait qu'il était couvert de sang? Alors, sur le fait qu'il était couvert de sang, il explique qu'il a eu une altercation avec un individu, altercation qu'il situe au dimanche 19, au cours de laquelle il a reçu un coup de poing, et il dit que le sang, c'est le sien. Et c'est parce que ses habits étaient couverts de sang qu'il les a mis à tremper dans un seau. On demande à Littori s'il connaît Martine et Karim? Oui, et là il répond qu'il ne les connaît que de vue. Il dit que Karim, ma foi, il l'a rencontré à l'occasion de vente de langoustes. Il dit également que Karim lui avait donné de l'essence un jour pour sa yole. Quant à Martine de Marton, il dit qu'il ne se souvient pas du tout d'elle et qu'il était même absolument incapable de la décrire. La mère de Littori est elle aussi entendue? Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle affirme que c'est Grandu qui a demandé du grésil pour nettoyer la yole. Et enfin, elle avance qu'elle aurait entendu Grandu dire à Littori « Il s'est passé quelque chose hier soir, une affaire dans laquelle je suis impliqué et que je regrette. » Elle oriente en fait les gendarmes sur Grandu? Tout à fait. Les deux hommes sont mis en examen ou pas? Non, pas du tout, pas à ce moment-là. Les charges sont nettement insuffisantes. Ils sont laissés libres de se retirer et l'enquête va se poursuivre. En attendant le résultat des analyses ADN, les gendarmes ont à l'œil les deux suspects. En garde à vue, Littori et Grandu étaient incapables de se rappeler de ce qu'ils avaient fait aux alentours du 20 décembre. Mais les gendarmes sont bien décidés à le savoir et mènent leur petite enquête. Les deux hommes étaient à Fort-de-France le lundi 20 au matin, c'est-à-dire quelques heures après les meurtres. Ils ont acheté du matériel de pêche, la facture du magasin l'atteste. Un ami qui les accompagnait le confirme. Selon lui, Littori et Grandu étaient dans un état tout à fait normal. À part ça, pas facile d'en savoir plus. Il faut dire que les deux compères évoluent dans un monde assez souvent embrumé. Il faut bien comprendre que Grandu est comme Littori, des gens qui sont alcool, drogue, et qui sont incapables de situer véritablement dans le temps des choses qui se passent en l'état. C'est vrai que ce ne sont pas des individus lambda. Tant M. Grandu que M. Littori, ils ont eu un parcours de toxicomano crack assez lourd. Le crack, un fléau qui touche beaucoup les Antilles françaises. Le crack, c'est en quelque sorte une cocaïne base de mauvaise qualité que les drogués inhalent. Ses effets sont dévastateurs sur le cerveau. Cette cocaïne de mauvaise qualité, elle rend les gens mais vraiment fous, littéralement. Le crack, c'est Hiroshima, vraiment dans la tête des individus qui deviennent extrêmement violents, qui perdent tout repère, qui n'ont plus de critique d'eux-mêmes ni de ce qu'ils font, et qui deviennent à ce moment-là des vrais dangers publics. Le casier judiciaire des consommateurs de crack est souvent bien rempli. Littori et Grandu ne dérogent pas à la règle. Grandu, il est connu comme plutôt un voleur. Donc tandis que Littori, il est connu comme quelqu'un de violent. Coups et blessures volontaires, menaces avec armes, agressions sexuelles. Un florilège qui a envoyé Littori en prison à maintes reprises. C'est d'ailleurs au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique qu'il a rencontré Grandu. Derrière les barreaux, les deux hommes ont une idée, s'associer pour pêcher. Quand ils sont sortis de prison, la mère de Littori a décidé de les aider. Elle a acheté un moteur pour le bateau de son fils. Toute la famille voulait croire que Patrick allait mettre un peu d'ordre dans sa vie, notamment sa sœur, prof de philo. Il est vrai qu'il y a eu des moments de ras-le-bol. On se disait, bon, je ne peux pas mener ma propre vie et en même temps mener la vie de Patrick. Mais il n'y a jamais eu d'abandon total. Son père était marin-pêcheur, sa mère faisait des ménages. Il a eu une vie qui n'est pas facile. Il faut savoir qu'il a trouvé son père qui s'est suicidé quand il était très jeune. Il a été élevé par sa mère. Il est assez rapidement, comme malheureusement beaucoup de jeunes martiniquais, tombé dans la drogue.
Depuis le début du mois de décembre 2004, Littori et Grandu vivent ensemble dans la maison familiale du Robert, mais ils n'ont pas vraiment mis leur projet de pêche à exécution. Ils n'ont jamais vraiment pêché ensemble. Et effectivement, pendant ces 3 semaines-là, ils sont beaucoup sortis ensemble dans les lieux où on fume, où on boit, parce qu'effectivement, ce sont des individus qui ont eu un parcours de vie difficile et ont besoin de produits stupéfiants pour pouvoir se sentir mieux. Il y a un certain nombre de choses qui ne jouent pas du tout en la faveur de mon frère. 1, il a un casier judiciaire qui est hyper chargé. 2, on ne peut pas dire qu'il fasse l'unanimité au Robert. Je dirais presque que c'est l'individu dont il fallait se débarrasser. Il est accusé de larcin, tentative de vol de moteur, vol d'essence, vol de poisson. C'est jamais agréable dans un quartier d'avoir un junkie qui reçoit des gens au visage très louche. Ça, je vous l'accorde volontiers. Mais est-ce que cela signifie que Littori ait tué le couple ? Le 3 janvier 2005, près de 15 jours après la découverte des corps, Patrick Littori appelle la police, pas la gendarmerie. Il a des révélations à faire, mais il ne veut pas parler aux gendarmes du Robert, il n'a pas confiance en eux. Quelqu'un lui a dit qu'il tuait les gens en garde à vue. Les policiers acceptent donc de l'entendre et alertent aussitôt les gendarmes en charge de l'enquête. Les gendarmes ramènent Patrick Littori dans les locaux de la brigade de recherche à la Trinité et enregistrent à leur tour sa déposition. Une déposition en forme de coup de théâtre. En garde à vue, Littori ne se souvenait pas du visage de Martine. Aujourd'hui, il affirme qu'elle était sa maîtresse. Il nous raconte qu'il a fait sa rencontre dans une boulangerie du Robert où ils ont bu un verre ensemble avec son mari présent et qu'ils ont une première relation sexuelle le 14 décembre sur un îlet du Robert et qu'il le reverra 3-4 jours plus tard pour avoir un autre rapport sexuel avec elle. C'est étonnant parce qu'effectivement, il dit qu'il ne connaît pas cette femme. Et donc là, elle devient sa maîtresse au moins à 2 reprises, au motif que son mari n'avait pas d'érection suffisamment puissante pour la satisfaire. C'est en tout cas ce que Martine lui aurait confié, attablé au snack de la boulangerie du Robert, alors que son mari n'était qu'à quelques mètres de là. Littori précise qu'ils se sont alors donné rendez-vous quelques jours plus tard. Il n'est pas sûr des dates, c'était entre le 14 et le 18 décembre. Et ils auraient eu 2 rapports sexuels sur l'île Chancel, au large du Robert. Les 2 amants y seraient allés avec la yole de Littori, une belle aventure. Les gendarmes s'étonnent qu'il n'ait pas raconté tout ça plus tôt. Il dit qu'il ne voulait pas qu'on l'accuse du meurtre, donc il n'a pas avoué cette liaison. Ça ne cadre pas du tout avec Madame Desmartons, avec tous les renseignements qu'on avait appris sur elle. C'était une personne qui était droite, qui aimait son mari et qui n'avait aucun problème de couple. Pourtant, Littori est formel et il va plus loin. Il insinue que c'est Grandu qui serait l'auteur du double meurtre de la mangrove. Il était jaloux de sa liaison avec Martine et il lui a d'ailleurs demandé de la lui présenter. Et Littori l'enfonce encore. Grandu lui a emprunté sa yole à son insu. C'est aussi Grandu qui l'a nettoyé avec du grésil, parce qu'il avait eu un problème. Grandu était en larmes. Il lui a dit qu'il avait fait quelque chose de mauvais, un truc qu'il regrettait. Ces déclarations un peu fumeuses méritent tout de même d'être vérifiées. Les gendarmes examinent l'emploi du temps de Martine. Et ils constatent qu'elle ne pouvait pas être sur l'îlet Chancel avec Littori. Ces jours-là, elle travaillait, ses collègues le confirment.
C'est quelqu'un qui fait des interventions, des remplacements dans différents établissements scolaires. On a pu retracer de manière très précise ces différents déplacements. Donc à aucun moment, elle n'a eu de disponibilité suffisante pour pouvoir partir en villégiature avec monsieur Littori. Les gendarmes interrogent aussi les employés de la boulangerie où Littori aurait dragué la jeune femme. Martine et Karim étaient de bons clients, mais Patrick Littori, lui, ils ne l'ont jamais vu. Les vendeurs sont formels. Les gendarmes interrogent d'autres témoins et le portrait qu'ils dressent de Littori fait froid dans le dos. C'est celui d'un homme violent, voire sadique avec les femmes, notamment avec les prostituées qu'il fréquente assidûment, par exemple aux abords du canal Levassor, un quartier malfamé de Fort-de-France. Ce qui ressort, en fin de compte, c'est qu'il est très violent, c'est qu'il séquestre les filles chez lui, il les attache sur le lit, il les viole. Et si Littori avait voulu violer Martine et que les choses soient encore allées plus loin? Les gendarmes échafaudent des hypothèses quand les résultats des expertises ADN arrivent enfin. Dominique, alors ces expertises, elles disent quoi? D'abord, sur l'Aïole, le bateau de Patrick Littori. On va découvrir, donc, en passant le bateau au luminol, puisqu'il a été lavé, ça veut dire qu'on va le mettre dans un endroit obscur et qu'on va le pulvériser avec du luminol, et ça va faire apparaître des traces de sang, une grande quantité de sang. Ensuite, les analyses ADN vont nous apprendre que c'est bien le sang des victimes, le sang de Karim, à l'avant de l'Aïole, essentiellement, et le sang de Martine, plutôt vers le milieu de l'Aïole. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils se sont vidés de leur sang à cet endroit-là? Il y en a une très très grande quantité. Une très grande quantité de sang au fond de l'Aïole, mais il y a aussi des projections sur les bords du bateau. Ce qui laisse penser aux experts qu'ils ont été frappés à l'intérieur du bateau et que leur sang a été projeté. Ça peut être la scène de crime? Les experts vont rester très prudents là-dessus. Ils ne se prononcent pas. Au minimum, le bateau a servi à transporter les corps. Est-ce qu'on a retrouvé des traces ADN des victimes sur les armes? Non, pas d'ADN des victimes sur les armes, ni sur la hache, ni sur le harpon, ni sur le coupe-coupe, ni sur les vêtements de Patrick Littori. Ça, c'est un jean qui appartient à Littori. Il trempe dans un seau avec de l'eau, et sur ce jean, il y a du sang. Et les enquêteurs vont d'abord penser que c'est le sang des victimes. Mais on fait une recherche ADN, et en fait, c'est l'ADN de Littori. Aucun ADN des victimes à l'intérieur du seau. En revanche, ce seau, le voilà. On va retrouver à l'extérieur du seau l'ADN de Karim. Généralement, il se trouvait sur le bateau de Littori. Donc c'est peut-être au moment où Karim a été frappé, on l'explique comme ça, que son sang a été projeté sur le seau comme il a été projeté sur les parois du bateau. Et l'ADN de Grandu, on le retrouve sur les victimes? L'ADN de Grandu, on l'a retrouvé sous les ongles de Patrick Littori. Alors ça peut s'expliquer parce qu'ils se sont battus ensemble, ou alors ça peut s'expliquer par le fait qu'ils habitent sous le même toit, dans la même maison, et l'ADN de l'un peut contaminer l'autre. La touffe de cheveux qu'on a retrouvée sur le voilier des victimes, le Souscaille, est-ce qu'on sait désormais à qui elle appartient? Cette touffe de cheveux, les experts sont formels, c'est une touffe de cheveux qui appartient à Patrick Littori. Ce qui veut dire qu'il est monté sur le voilier, qu'il est monté sur le Souscaille. Avec ces nouveaux éléments, Patrick Littori et Jean-Luc Grandu sont à nouveau placés en garde à vue. Cette fois, ils sont mis en examen pour homicide volontaire. Les deux hommes comparaissent devant le juge d'instruction et ils se renvoient la balle. Grandu répète ce qu'il a dit aux gendarmes, exactement la même chose. La nuit supposée du meurtre, il était chez Littori. Toute la soirée, il a écouté la radio. Il précise même le nom de la station, Radio Merci Seigneur. Monsieur Grandu, lui, reste sur ses déclarations et continue à raconter ce qu'il a vu. Il ne le met pas directement en cause, mais il continue à dire effectivement qu'il l'a vu couvert de sang, qu'il l'a vu prendre cette hache et qu'il l'a vu revenir ce soir-là. Il redit les mêmes choses. De son côté, Littori nie en bloc les accusations de meurtre. Si on a trouvé une touffe de ses poils à bord du Souscaille, c'est parce qu'il est déjà monté sur le bateau. Il avait été invité un jour à boire un verre de rhum. Quant aux traces de sang dans l'Aïole, il n'y est pour rien. Il faut plutôt demander à Grandu, qui n'arrêtait pas de la lui emprunter. Il pense d'ailleurs que c'est son colocataire qui a fait le coup. Et il se souvient maintenant
de l'avoir vu dans la semaine du 20 décembre en compagnie de 3 habitants de Sainte-Lucie. Ces 3 Saint-Luciens étaient bien balèzes, dit-il, bien armés, avec des fusils à pompe et des coutelas. Sainte-Lucie, c'est l'île britannique voisine au sud de la Martinique. Les trafics de drogue s'y font presque au grand jour. Il y aura 3 Saint-Luciens qui vont apparaître comme ça, des amis de Grandu, qui auraient tenté un soir de lui prendre sa yole pour rentrer à Sainte-Lucie. Avec des armes et tout ça, il avait réussi à s'échapper pour éviter que les Saint-Luciens ne s'emparent de sa yole. Littori déclare au juge que c'était des mecs qui étaient montés récupérer leur pognon et ramener du matos. Autrement dit, de la drogue. Pour ce qui concerne la piste des Saint-Luciens, c'est invérifiable, parce que c'est 3 inconnus comme ça dans la nature, c'est pas vérifiable. Quant à l'aïeul, Grandu se défend avec conviction. Littori ne lui aurait jamais prêté son bateau. Et il n'aurait jamais osé le prendre sans lui demander. Il avait bien trop peur de lui. De toute façon, il ne pouvait rien en faire de cette barque. Il ne peut pas naviguer dans la baie du Robert, encore moins la nuit. Il n'en connaît pas les passes. Alors la confrontation arrive, on est donc devant le juge d'instruction et ça se passe très mal. Ça se passe très mal, pourquoi? Parce que M. Littori est complètement excité, énervé, agressif. Lorsqu'on le met face à certaines choses qui ne sont pas cohérentes, il invente de plus en plus. Et c'est au sein de cette confrontation qu'apparaît la thèse du trafic de stupéfiants entre les victimes, les Saint-Luciens et M. Grandu. Littori continue d'accuser Grandu d'être mêlé à un trafic de drogue avec des types louches. Mais cette fois, il associe Karim Merlot à l'affaire. Il en fait même la cheville ouvrière. En gros, il dit que le couple, et particulièrement le jeune homme, aurait eu de la drogue et voulait vendre de la drogue. Littori déclare qu'il en a parlé avec Karim Merlot. Ce dernier lui aurait demandé s'il y avait des gens sérieux qui pouvaient prendre en gros. Ça n'a pas de sens, c'est totalement impossible. Les vrais trafiquants de stupéfiants qui font effectivement l'importation et le transport de crack ou d'herbes de cannabis entre Sainte-Lucie et la Martinique ne vont pas du tout s'empêtrer avec un toxicomane au crack qui erre dans la mangrove pour pouvoir faire un trafic de stupéfiants, ça n'a pas de sens. Ne vont pas non plus s'embêter avec une jeune femme qui est institutrice et tout ça sur un bateau où il y a quand même des passages de la douane. Ça n'a pas de sens. La sœur de Patrick Littori n'est pas de cet avis. Après tout, on trouve souvent des ballots de drogue échoués sur les plages de la région. Littori ne dit pas que les victimes étaient dans un trafic de drogue. Littori dit que les victimes auraient trouvé et auraient essayé, malheureusement, de revendre. Qu'est-ce qui m'empêche de penser que, malheureusement pour elles sont tombées sur les destinataires véritables? Et si Martine et Karim étaient tombés dans une affaire qui les dépassait, un business qui aurait dérapé et leur aurait coûté la vie? Ça paraît incongru, mais ce n'est pas impossible. Littori donne d'autres détails au juge Cantinole. La veille des meurtres, vers 19h, il a vu Karim Merlot sur le ponton du Robert avec une grosse boîte noire. Et il est parti en voiture avec Grandu et ses complices. Littori raconte que c'est à ce moment-là qu'il a rejoint Martine sur le Souscaille. Ils ont couché ensemble pour la première et la dernière fois. Exit l'histoire de la drague à la boulangerie, exit les 2 escapades sur l'île et Chancel. Encore une nouvelle version. Monsieur Schmitt, vous avez enquêté sur cette histoire de drogue. Karim et Martine faisaient-ils du trafic avec Jean-Luc Grandu et les Saint-Luciens? Alors, la Martinique, comme toutes les îles des Antilles, connaît un intense trafic de stupéfiants. S'agissant des Saint-Luciens, ces bad boys, comme on les appelle, sont des gens qui ont mauvaise réputation en Martinique. Il s'agit, j'allais dire, d'un moyen de défense assez récurrent en Martinique de la part des délinquants. Donner des noms de Saint-Luciens comme ça, ça ne va rien donner au niveau de l'enquête, ça ne va pas aboutir. Et ça, les délinquants le savent.
Littori le sait. Il donne des noms précis concernant des Saint-Luciens. Non, pas les Saint-Luciens. Il donne des noms précis concernant 2 Martiniquais. Nous avons d'abord un certain Max qui est mis en cause. Bien sûr, il va être entendu, placé en garde à vue, et rien ne va permettre de l'impliquer dans un trafic de stupéfiants, même si ce nommé Max a par ailleurs un passé de délinquant. Quant au second, où il a été identifié également, là, l'enquête également n'a strictement rien donné. On a fait chou blanc. Martine et Karim auraient-ils pu être en fait des opportunistes qui auraient récupéré par hasard un ballot de drogue et qui auraient essayé de le revendre? Non, rien n'a permis d'étayer tant soit peu les assertions de Littori lorsqu'il met en cause Merlot. Dans ce dossier qui manque cruellement d'éléments matériels, le juge s'accroche à tous les témoignages. Jusque-là, le plus important, c'est celui de Viviane, la voisine de Littori. Elle a toujours dit aux gendarmes qu'elle avait vu Littori égrandu sur la Yole la nuit supposée du meurtre. Mais devant le juge, elle n'est plus aussi formelle. Son témoignage va considérablement évoluer parce qu'à la fin, elle ne savait plus s'il avait vu 2 personnes et elle ne pouvait plus décrire le type des personnes qu'elle avait pu voir sur la Yole cette nuit-là. À un moment donné, elle dit que c'est le soir des faits. Après, elle dit que non, c'est un autre soir. Après, elle dit finalement, j'ai vu 2 silhouettes, mais je n'ai pas vu le visage de M. Grandu. Du coup, le juge Cantinel organise une autre confrontation entre Viviane et Grandu cette fois. Ils sont confrontés et effectivement, elle indique « je n'ai pas vu son visage. J'ai vu une silhouette de Chabin ». Une silhouette de Chabin, ça n'existe pas. C'est comme si on voit une silhouette de rouquin ou une silhouette de blond ou une silhouette d'Africain. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Une silhouette reste une silhouette. Par la suite, elle indique, lorsqu'elle se rend compte elle-même qu'elle n'est pas cohérente et qu'elle est prise dans ses mensonges, non, finalement, j'ai entendu le bruit de la Yole. Je n'ai pas vu. Et là, un témoignage quand même important tombe. En dehors de Littori, c'était la seule personne qui impliquait Jean-Luc Grandu. Maintenant que Viviane change de version, le Chabin quitte sa place de suspect, de coupable ou complice. Il devient désormais le principal témoin à charge. Grandu devient, j'allais dire, le bras armé de l'accusation. Grandu, ses déclarations sont linéaires. Je vous dis, à part 2 ou 3 éléments à la marge, ces déclarations, j'écoute la radio Merci Seigneur. Quelqu'un qui écoute une radio Merci Seigneur n'est pas suspect a priori de ce genre d'acte. C'est quelqu'un qui a le profil de voleur, alors que Littori, il a le profil de l'agresseur sexuel, il a été condamné pour cela, et d'un homme violent. Le juge s'est fait une religion. Littori est monté sur le Souscaille en pleine nuit pour violer Martine. Et Karim aurait tenté de s'interposer. Le scénario, c'est ça, selon moi. C'est une agression sexuelle, l'homme qui s'oppose, et ça se termine en double meurtre. Les proches de Littori protestent. Ce sont des accusations gratuites, sans aucune preuve. Pourquoi Littori, si c'est pour le motif du sexe, attendrait-il que monsieur et madame soient couchés ensemble pour aller les agresser? Littori est peut-être un toxicant, mais ce n'est pas un débile. Ensuite, comment Littori a fait? Où Littori était-il seul? Enfin, je suis désolé. Les questions fondamentales n'ont pas trouvé de réponse dans cette affaire. Quel lieu, quelle heure, quelles armes, quel mobile? Autant de questions auxquelles l'enquête n'a pas su répondre. Pour l'avocat de Littori, le juge instruit à charge depuis le début. En tout état de cause, on n'a pas essayé dans cette enquête de trouver des preuves. On n'a pas cherché l'angle. Vous prenez tout le dossier. À aucun moment donné, vous avez un ratissage de la gendarmerie dans la commune du Robert ou dans les îlets pour essayer de voir un endroit où on aurait pu blesser les gens, tuer les gens ou même entreposer les gens. Rien de ça. L'objectif, c'est qu'à chaque fois que Littori dit quelque chose, on essaie de démontrer que c'est faux et non pas de rechercher la vérité. Mais pour l'accusation, les preuves sont suffisantes contre Littori.
le sang des victimes dans l'aïeul et sur le seau saisi chez lui, la touffe de cheveux qu'on a retrouvée sur le souscaille, et puis toutes ces versions. À la différence de Grandu, Littori n'est pas resté sur la même histoire. L'étau judiciaire se resserre et son attitude n'arrange pas les choses. Depuis sa cellule, il écrit des lettres incendiaires au procureur, au juge d'instruction ou encore au garde des Sceaux. Il est victime d'une machination et il dénonce la justice des Blancs. Dans cette ambiance, on a aussi un homme qui est tellement survolté, qui devient, j'allais dire, quasiment paranoïaque, et qui accuse tout le monde. Il accuse les gendarmes, il accuse le juge d'instruction. Il devient extrêmement agressif, me disant que je ne savais pas faire mon travail, qu'on allait envoyer un blanc pour le faire à ma place. Enfin, c'est des propos qu'il tient. Ensuite, il y a le juge Cantinol, qui est un chef franc-maçon, qui est à ses heures trafiquant de drogue, parce qu'il va m'accuser d'avoir récupéré 2 tonnes de cocaïne saisie sur une organisation colombienne que j'aurais vendue pour mon propre compte. Les gendarmes du Robert en prennent aussi pour leur grade, particulièrement le directeur d'enquête. Littori le soupçonne d'avoir monté un complot contre lui. Il m'accuse d'être venu chez lui avec des bouteilles, que je suis monté sur sa yole, que j'ai renversé des bouteilles, donc probablement de sang. Donc en fin de compte, ce qui voudrait dire que c'est moi qui ai tué les gens pour pouvoir prendre leur sang. Littori ne ménage pas non plus les familles des victimes. Il écrit aux parents de Martine Desmartons 14 pages, dans lesquelles il ne leur épargne aucun détail. Il est parti dans encore une fois, des délires sur encore supposé Saint-Lucien, supposé trafic de drogue, et puis des déclarations mais tellement inconvenantes vis-à-vis des parents, en parlant des relations qu'il aurait eues avec Martine, en disant qu'il s'était bien amusé. Enfin, vraiment des choses assez hallucinantes. Monsieur le procureur, à la fin de l'instruction, qui est renvoyé devant les assises? Je prends des réquisitions de non-lieu en faveur de Jean-Luc Grandu et je prends des réquisitions de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises à l'encontre de Patrick Littori. Pourquoi le non-lieu pour Grandu? Nous n'avons aucun élément matériel à retenir à l'encontre de Grandu. Pas d'ADN, on ne retrouve pas d'armes qui lui auraient appartenu et qui auraient pu servir à la commission des faits, et on ne retrouve aucun des effets des victimes en sa possession. Nous n'avons rien, sauf les déclarations de Littori. Elles sont bien minces. Et Littori, quelle charge contre lui? D'une part, ces déclarations à géométrie variable. Toutes les déclarations, tous les détails que Littori a donnés ont été vérifiés et ce sont des déclarations mensongères. La charge principale, c'est l'ADN. Oui, cet ADN démontre que Littori a été en contact avec les victimes au moment où ces victimes, justement, avaient été agressées. Et ça ne veut pas dire qu'il a tué? Ça ne veut pas dire qu'il l'a tué, ce n'est pas un élément suffisant en lui seul, mais c'est un élément qui va s'ajouter aux autres. Et puis nous avons les déclarations de Grandu, il ne faut pas les passer à la trappe, c'est quand même là que nous avons les éléments les plus marquants et les plus impliquants pour Littori. Finalement, il reste quand même beaucoup d'inconnus. 4 ans après les faits, on n'en sait toujours pas plus. On ne connaît pas ni le lieu du meurtre, ni la date, ni les circonstances, ni les armes, il n'y a pas de témoins. Oui, la barque de Littori s'appelait Dieu seul le sait. Moi, je dirais seul Littori le sait. Littori accusé, mais Littori libéré. Quelques mois avant son procès, l'homme profite d'un vice de procédure. Il est convoqué chez le juge sans son avocat et c'est illégal. La défense demande la libération de son client et elle l'obtient. Du coup, le juge doit délivrer un mandat d'amener pour récupérer Littori. Et les gendarmes mettent 5 mois et demi pour remettre la main sur l'accusé. Ils le rattrapent lors d'une course-poursuite dans la mangrove. Littori retourne donc à la prison de Ducos en Martinique, où il attend son procès. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises de Martinique le 2 décembre 2009.
Patrick Littori s'installe donc tout seul dans le box des accusés. J'ai été, mais alors, surprise de voir un garçon qui présente bien, très bien vêtu, très bien mis, propre, s'exprimant très bien. Quand on lit le dossier, on voit un homme qui boit 1 litre ou 1,5 litre de rhum, qui est addict au crack, qui est dans une espèce de fuite épouvantable, en fait, à la limite de la clochardisation. Enfin, on imagine l'homme. Et quand on le rencontre dans le box, c'est la métamorphose. C'est pas du tout l'homme que j'attends. Et puis Littori s'exprime avec aisance. Il brosse de lui le portrait d'un innocent persécuté. Il explique qu'il est victime d'une erreur judiciaire, qu'il ne comprend pas, et qui arrive en disant c'est un complot. Les familles de Martine et Karim ont décidé de changer d'avocat quelques semaines avant le procès. Du coup, la partie civile maîtrise mal le dossier. Contrairement à la défense, Maître Constant a suivi pratiquement toute l'instruction. Moi, je crois que ce qui est arrivé au procès, c'est que l'accusation est arrivée tranquille. Elle pensait que c'était évident. Alors, est-ce que l'accusation n'avait pas à fond étudié son dossier? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour eux, c'était un procès sans risque particulier. Littori ne change pas de cible. Il charge le chabin Jean-Luc Grandu, qui bénéficie pourtant d'un non-lieu. Littori l'accuse toujours d'être mêlé à un trafic de drogue avec des Saint-Luciens et Karim Merlot. Il livre même à la cour des détails inédits. Martine et Karim avaient trouvé 120 kilos de poudre qui ne leur appartenait pas. L'ancien colocataire de Littori est appelé à la barre. On voit arriver quelqu'un alors lui, pour le coup, totalement conforme à l'idée qu'on soit du milieu. Confus, avec des discours extrêmement emportés, frôlant le mystique, avec un discours mélangeant le français et le créole, agité comme pas possible, prenant à partie la présidente, le parquet général. Le témoignage de Grandu a été insupportable. Enfin, c'était un sketch, il nous faisait des mimes, il était dans des déclarations qui n'en finissaient pas, on ne voyait pas le début, on ne voyait pas la fin. Le témoignage de Grandu qui aurait dû accabler Littori fait flop. Et le coup de grâce, c'est l'avocat de la défense qui le donne, quand il aborde le chapitre des armes. On en arrive au moins à 7 armes différentes. Et le médecin légiste, il nous dit, moi j'ai le sentiment que ce n'est pas possible que ces meurtres aient été commis par une seule personne. Et il est évident que ça panique à ce moment-là du côté de l'accusation. Et Maître Constant continue son travail de sape. Il démonte pièce par pièce le mécanisme de l'accusation. Ce que dit Grandu, ce tricot rempli de sang, il est pris par Littori, il est trempé dans un seau. Donc logiquement, si c'est le sang des victimes, on devrait retrouver des traces d'ADN dans le seau. Or, on ne retrouve pas des traces d'ADN dans le seau. On retrouve une trace d'ADN seulement du monsieur Karim décédé à l'extérieur du seau. Explication plausible puisque le seau était habituellement dans le bateau où les corps ont été transportés. Maître Constant fustige le tissu de spéculation qui a envoyé son client dans le box. Un seul élément a été scientifiquement établi. L'aïeul de Patrick Littori a servi à transporter les corps des victimes. La thèse que dit Littori, à savoir on a utilisé mon bateau, on en a su, et je ne sais pas ce qui s'est passé, elle est aussi valable que la thèse qu'il aurait été sur le bateau et qu'il aurait commis les choses. Les avocats de la partie civile sont déstabilisés par ces zones d'ombre. Pour eux aussi, le double meurtre de la Mangrove n'a pas livré tous ses secrets. J'ai un peu le sentiment qu'on a finalement capté assez facilement un coupable idéal. Quand je dis un coupable idéal, je reste persuadé que M. Littori est coupable. Je suis aussi convaincu qu'il n'est pas nécessairement seul dans cette affaire. Jean-Jacques Planchon, vous êtes avocat général à ce procès. Selon vous, quel est le scénario
du meurtre, des meurtres. L'hypothèse, à mon avis, la plus concordante, c'est que les faits ont eu lieu ou sur le bateau ou à côté du bateau. C'est vrai qu'on a été en quelque sorte bloqué par l'idée qu'on n'a pratiquement rien retrouvé sur le bateau, si ce n'est une touffe pileuse. C'est ça qui, en fait, n'a pas été retenu. Autre élément, moi, qu'on n'a pas assez retenu à mon sens, c'est que le bateau était tout ouvert. Et les navigateurs, ils ne laissent jamais un bateau ouvert quand on quitte le bateau. Donc on n'a pas assez tenu compte de cela, et qui prouve que, justement, ils étaient sur le bateau au moment où ils ont été tués. Mon scénario, moi, le plus simple, à mon avis, ils dormaient, ils ont dû entendre du bruit, lui a dû sortir, voir qu'est-ce qui se passait, et là, visiblement, il a dû être atteint par le morceau de bois, ou en tout cas les palmes qu'avait M. Littori. Peut-être il est tombé à l'eau, et donc il aurait été achevé à l'eau. En tout cas, il a été, à mon avis, dans un premier temps tué par M. Littori, à ce moment-là, à proximité du bateau ou sur le bateau. Et puis Madame a dû sortir à ce moment-là. C'est là où je pense, mais on n'a pas d'éléments certains, qu'elle a dû être violée, et il a tué à ce moment-là. Il a tué les deux successivement. Et vous pensez que Littori a pu faire ça tout seul? Tout à fait. C'est-à-dire, parce qu'ils sont quand même costauds, les deux. Ils peuvent se défendre. Oui, mais ils étaient endormis, et puis M. Littori est un homme très costaud. M. Littori les a pris par surprise. Et c'est prémédité? Il a fait des repérages? Il sait ce qu'il vient faire? Littori est apparu comme une personne détraquée sexuelle. Et en fait, il avait eu certainement le désir d'avoir une relation sexuelle avec cette jeune femme. Et qu'est-ce qu'il a fait des corps, Littori? Visiblement, les deux corps ont été mis dans l'aïeul. Il a dû, avec sa aïeul, rentrer chez lui. C'est là où Grandu le rencontre, le voit. Il vient chercher une hache et il repart. Ça devait être à peu près, je pense, dans la nuit du dimanche au lundi, vers 1h du matin. Et juste à ce moment-là, était en train d'arriver le fameux bateau qui était en quelque sorte amarré pas très loin de son bateau. Il a eu peur, il a dû retourner chez lui vers 3h du matin avec l'aïeul contenant les deux corps. Et c'est la nuit suivante qu'il a dû cacher les corps dans la mangrove. Vous requérez 30 ans de prison. Je ne pourrais pas requérir moins que cela. Il y a quand même 2 personnes qui sont mortes dans des conditions assez atroces. Je pense que la jurisprudence à la matière, c'est au moins 30 ans de réclusion criminelle. L'accusation n'a pas de doute. Littori a fait le coup et tout seul. Mais après 1h30 de délibéré contre toute attente, le jury acquitte Patrick Littori. Un choc. J'étais rien. Je me suis senti rien du tout. J'ai vu une allée de gendarmes. J'ai pensé qu'ils étaient faits pour moi. Mais alors, j'étais scandalisée par cet acquittement. Impuissante, mais scandalisée, quand même. Pour moi, j'avais un sentiment d'injustice. Le parquet fait immédiatement appel du verdict. Il y aura un second procès. En attendant, les assassins de Karim et Martine courent toujours, et cette issue judiciaire désole toutes les parties. Mon frère est acquitté, je le dis, soulagement, mais déception. Déception pour les parents des victimes qui étaient venus chercher la vérité. Et je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais déception à mon niveau également. Quand on se pose des questions, on aime bien avoir des réponses, ne serait-ce que des ébauches de réponses. Il n'y a rien. Patrick Littori est libéré. Il retourne vivre chez sa mère dans l'attente de son procès. 6 mois plus tard, un homme vient voir les gendarmes de Trinité. Il sait qui a tué Martine Desmartons et Karim Merlot. Dominique, cet homme qui vient chez les gendarmes, qui est-il et qu'est-ce qu'il raconte? Cet homme, Frédéric, il s'appelle Jérôme Joseph, c'est un quimboiseur. Alors un quimboiseur, c'est un marabout, c'est un sorcier. Le quimbois aux Antilles, le vaudou en Haïti, les deux îles sont toutes proches, c'est à peu près la même chose. Donc il se présente chez les gendarmes le 4 juin 2010 et spontanément, il leur dit « j'ai des révélations à vous faire ». Voilà. Les gendarmes l'écoutent et il leur racontent que Patrick Littori et sa mère sont venus le voir un jour, quelque temps après le meurtre de Karim et de Martine, et que Patrick Littori lui a dit « je viens te voir parce que j'ai des ennuis avec la justice, donc il faudrait que tu fasses un rituel ». Et est-ce que
Patrick Littory lui a raconté exactement de quel ennui il s'agissait. Alors, il lui a dit très précisément, et sur le procès verbal, le marabout dit aux gendarmes, oui, il m'a ouvertement dit qu'il avait tué le couple sur leur bateau avant de s'enfuir sur le sien. Et que c'était sa mère, donc la mère de Patrick Littory, qui avait lavé le bateau, qui avait lavé la yole. Et qu'est-ce qu'il a fait alors, le quimboiseur? Le quimboiseur, il s'est tu. Il s'est tu parce que les gendarmes lui posent la question, il leur dit, mais moi, c'est une espèce de secret de la confession. Je respecte, je garde pour moi les informations que me donnent mes clients et je ne pouvais pas venir vous le dire. Alors pourquoi il vient maintenant? Il vient maintenant parce qu'entre-temps, s'est passé un événement qui lui a flanqué une frousse énorme. Le 3 juin, donc la veille de ce jour où il vient chez les gendarmes, le quimboiseur dit « J'ai reçu la visite de Patrick Littory. Il est venu me voir, il était fou. Il voulait que je lui rende son argent, 3 000 €. Il avait une machette, il m'a poursuivi, je me suis sauvé. Il m'a dit « Je vais te couper la tête ». Je me suis sauvé, je me suis enfermé dans ma cabane et au moment où je fermais la porte, j'ai entendu le coupe-coupe qui s'abattait sur le chambranle de la porte. Il a même coupé le câble électrique d'alimentation de ma cabane. Et qu'est-ce qu'ils font alors les gendarmes? Les gendarmes, le lendemain, ils vont interpeller Patrick Littory et ils le placent en garde à vue. Et il dit quoi, Littory? Littory dit c'est absolument pas vrai. On a peut-être parlé de façon un peu musclée, oui, j'ai pu hausser le ton, mais je ne l'ai jamais poursuivi, c'est absolument faux. Et finalement, c'est la justice qui va décider. Patrick Littory passe en comparution immédiate et il est condamné à 8 mois, mais sans mandat de dépôt. Avec le témoignage du quimboiseur, l'accusation reprend de la vigueur. Et elle engrange encore des points quand Littory tombe à nouveau. Cette fois-ci, il est accusé de 2 viols. Pour lui, c'est le retour en prison. C'est donc avec les menottes qu'il revient devant les assises pour le double meurtre de la Mangrove. Le 24 septembre 2010, moins d'1 an après son acquittement, Patrick Littory retrouve donc le palais de justice de Fort-de-France. Ah non, là, on a une opération commando. C'est sauver le dossier Littory. Pas Littory, mais sauver le dossier. D'habitude, en général, entre un procès de première instance, un procès de seconde instance en cour d'assises en Martinique, on a entre 2 ans, 2 ans et demi. Ils vont nous faire le procès en 9 mois. Cette fois, Littory se présente sous un nouveau jour, plombé par sa condamnation dans l'affaire du quimboiseur et surtout par sa mise en examen pour les 2 nouvelles affaires de viol. On aurait pu imaginer M. Littory arrivant, s'étant réinséré, étant un bon petit pêcheur et finalement vivant sa vie d'innocent. Pas du tout. Aussi bien lui que son avocat savent que la partie va pas être la même. Dès le premier jour du procès, l'accusation appelle à la barre Jérôme Joseph, le quimboiseur. Il répète ce qu'il a dit aux gendarmes. Littory lui a bien avoué qu'il avait tué le jeune couple. Mais son témoignage reste assez flou et ses pratiques professionnelles ne sont pas faciles à expliquer. Il s'est beaucoup enlisé en fait dans des choses contradictoires et finalement rien de particulièrement parlant n'est ressorti de son témoignage. Une déposition confuse, mais qui pèse quand même sur les débats. Un quimboiseur, ce n'est pas rien aux Antilles. L'accusation a encore un autre atout. Le portrait de criminel sexuel s'est encore étoffé depuis le premier procès. Il y a quelque chose qui n'était pas forcément affirmé de façon certaine au premier procès, l'idée que Martine Desmartons a été victime de viol. Pour appuyer sa thèse, le parquet s'appuie sur les témoignages des prostituées que Littory a violentées. La défense de Littory est dans un bateau où il y a des trous. On bouche un trou, ça va. On bouche 2 trous, ça va. Et puis après, j'ai plus de main pour boucher les trous. Et il continue à déverser des dossiers. À l'évidence, on a une clé de lecture qui apparaît cette fois-ci pérenne. Et cette histoire commence à prendre un vrai sens. Cette fois, l'accusé fait profil bas. Fini l'arrogance du premier procès. Il est beaucoup plus agressif aussi, très très agressif vis-à-vis de toutes les parties, refusant parfois de répondre aux questions, interpellant les uns les autres. Donc oui, c'est un autre personnage qui se présente devant la cour d'assises. Je crois qu'à un certain moment dans le procès, il a senti que
on aurait sa peau. Monsieur Planchon, Grandu revient à la barre. C'est toujours le témoin capital de l'accusation. Et cette fois, il est dans quel état? Il a été beaucoup plus calme et il n'a pas joué un rôle très important. Je veux dire, il était là, certainement marqué par le premier procès, et donc il a opté pour un comportement beaucoup plus souple, beaucoup plus calme dans ce dossier. Votre scénario des faits n'a pas évolué. J'ai repris à peu près les mêmes arguments et j'ai mis en avant la mère de M. Littori. Il y a dans ce dossier une curiosité. La mère a refusé manifestement de venir aux 2 procès. Et manifestement, quand on voit le déroulement des faits, la mère était parfaitement au courant de la culpabilité de son fils. Elle ne voulait pas être interrogée et risquer justement de faire condamner son fils en disant ce qu'elle savait. Et comme elle ne voulait pas de parjure devant la cour, elle n'a pas assisté à ces 2 procès. Et c'est ce que j'ai expliqué au juré à ce moment-là, qui a dû être un élément important dans ce dossier. Quelle peine demandez-vous? La même, 30 ans de réclusion criminelle. J'ai vraiment aucun doute sur la culpabilité de M. Littori dans ce dossier. Après 5h30 de délibéré, Patrick Littori est condamné à 19 ans de prison. Un verdict qui ne satisfait personne. J'étais très déçue. Je n'ai pas bougé. J'ai dit, ils font quoi là? Moi, je me traite 2 fois 19 ans parce qu'il y a quand même eu 2 assassinats. 19 ans pour 2, c'est trop juste. Puisque c'est lui qui est coupable, il est coupable. Il est coupable ou il ne l'est pas? Et on se retrouve avec une décision qui, elle aussi, est extraordinaire, de 19 ans. Parce que de 2 choses l'une, ou Littori a commis les crimes. Et dans ce cas, 30 ans, c'est mérité, vu le caractère atroce des faits. Ou il n'a pas fait et ou a été acquitté. Je suppose qu'il y a dû avoir une bagarre dans le délibéré entre les magistrats professionnels et les jurés populaires, et que l'idée qui a dû prévaloir, c'est que même si on n'a pas de preuves, manifestement il y a quelque chose à voir dedans. Si Littori a fait, qu'on me donne des preuves et je m'incline. Mais si Littori n'a pas fait, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut continuer à travailler sur le dossier. Il y a quand même 2 jeunes gens qui ont perdu la vie dans des conditions atroces. Vous avez 2 familles en métropole qui sont dans la douleur. Personnellement, je n'ai pas perdu de membres de ma famille, mais je suis obsédé par cette affaire depuis 8 ans. Quand je dis je suis obsédé, c'est-à-dire que j'y pense nuit et jour. Il faudra peut-être faire le deuil. Moi, j'y arrive pas pour le moment. Quelques jours après le verdict, Patrick Littori joue sa dernière carte. Il dépose un pourvoi devant la Cour de cassation qui le rejette en 2012. Malgré les zones d'ombre qui planent encore sur le double meurtre de la Mangrove, la sanction est définitive.